raison de la pluie, le Master commence un peu plus tard, mais c'est le week-end du Masters. On parle avec notre chum Fred Raymond un peu plus tard, autant sur le Prime que sur le live. Jerry, t'es salué. On a fait du... Yes. On a jacassé comme des filles. On jacasse, jacasse, les filles, dire ça. Là. Mais les filles, dans le temps, c'était une vieille expression, parce que dans le temps, les madames prenaient le thé, puis ça jacassait, puis encore même vos mères. Vos mères prenaient le téléphone avec le téléphone au mur avec le grand fil, puis ça appelait la belle-sœur, puis ça appelait sa sœur, puis ça jasait. On va dire de quoi? Ça passait des heures au téléphone à jaser d'un peu de tout ce qui se passait alentour. De là l'expression. Faut faire attention aujourd'hui. Hein? Hey, Jerry, est-ce que tu sais que bientôt, il va falloir que tu fasses attention... tu sais, tu as eu des montées de lait, qui sont historiques, qui sont devenues des classiques, genre de classic rock. Oui, c'est... Des montées de lait. Mais là, autant sont drôles tes montées de lait, puis autant on a du plaisir à les réentendre avec un peu de recul. Mais ce genre de montées de lait-là, habituellement, tu vises souvent des personnalités politiques. Oui. Des députés, des maires, des conseillers municipaux. Yes. Et là, si je me fie à ce qui est arrivé hier, où le gouvernement du Québec veut imposer jusqu'à 1500 d'amende pour des menaces contre les politiciens, puis comptez pas sur les politiciens qui sont dans l'opposition pour s'objecter à ça. J'ai quasiment l'impression que ça va être quelque chose qui va rentrer unanimement parce qu'eux veulent se protéger. C'est des amendes qui vont aller, le projet de loi 57 qui vise à protéger les élus, à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions. Ce projet de loi-là comprend une quarantaine de pages et c'est pour les élus municipaux et également les députés de l'Assemblée nationale. Juste vous dire que dernièrement, moi, ce que j'ai vu, là, en tout cas, dans les centres, dans les petits centres, et dans les petites villes, dans les petits villages, dans les villes plus grandes aussi, tout ce qu'on a eu comme histoire, entre autres, on a eu une histoire de Sherbrooke, c'est pas mal entre eux autres. Là. Quand quelqu'un démissionne, la majorité du temps, c'est parce qu'il y a eu de l'intimidation à l'intérieur du conseil municipal. Là. Ça n'arrive pas de quelqu'un qui n'est pas content de voir que son terrain a été réévalué, puis qu'avant, il y avait un terrain qui était en grande partie agricole, puis qu'il y a une bâtisse dessus, puis que ça coûtait 3500 pièces de taxes, puis que là, du jour au lendemain, ça coûte 15 000. Puis il rentre au palais, pas au palais, mais à la mairie, à la salle du conseil, puis là, il pète une coche. Puis là, il dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, vous voulez me voler, vous voulez me faire vendre ma terre, vous voulez, vous voulez que je quitte la place, vous voulez vendre ça à des promoteurs, on vous voit venir, etc. » Donc, quelqu'un qui est fâché pour vous, c'est pas ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais habituellement, moi, je suis plusieurs conseils de fois, du coin de l'œil, là, de par des amis Facebook que j'ai. Puis, je regarde celui de Chicoutimi parce que j'ai une couple de chums là-dedans qui sont maintenant conseillers. C'est des chicanes entre eux autres. Là. Puis souvent, quand il y a quelqu'un qui quitte, c'est parce qu'elle est écœurée de se faire écœurer par l'autre élu. Là. Donc, c'est pas le monde. Là. Mais dans cette loi-là, il n'y a rien qui prévoit ça. Parce que les amendes sont contre le monde. Sont pas pour les élus. C'est 500 à 1500 dollars pour toute personne qui menace, intimide ou harcèle un élu municipal ou un député de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est leur définition de menace, d'intimidation ou de harcèlement? Regarde, votre bête, votre gage est aussi bon que le mien. Là. Amende de 50 $ à 500 $ pour toute personne qui causerait du trouble lors d'une séance d'un conseil municipal. OK. C'est quoi ça? Quelqu'un qui fait du trouble dans une séance de conseil municipal. On l'avait vu il y a quoi? Il y a quelque temps, une dame de Montréal qui est allée... parce que elle, l'endroit où elle demeure, elle met son char dans la rue. Ils ont clairé la place, mettre les chars dans la rue, mettre des patentes de vélo. Ils ont clairé une affaire comme 50 places de parking dans la rue. Ben elle a dit, coudonc, elle dit, où je vais mettre mon char? C'est-à-dire, moi, elle dit, moi, j'ai besoin d'espace dans la rue pour mettre mon char à Montréal. Je pense que c'est dans le coin de Parc Extension, dans ce coin-là. Mais là, elle est au conseil municipal, je dis pas qu'elle lève le ton ben, mais elle veut se défendre. Elle insiste. Elle insiste. Elle insiste pour avoir des réponses. Bon, donc, elle va-tu se faire coller 50$ d'amende puis se faire escorter en dehors? Je pense que oui. Ah oui.
Moi, je pense que c'est la... Là, on le voit. Bon, on le voit surtout à Montréal, parce qu'à Montréal, il y a quelqu'un qui va dans ces réunions-là, qui enregistre puis il met ça sur TikTok. Oui, c'est ça. Et on voit l'impatience des élus, puis qui sont jamais... D'abord, ils répondent beaucoup de bullshit, ils répondent un peu n'importe quoi, puis ces gens-là s'en tirent tout le temps, puis ils répondent pas à la moitié des questions. Puis là, le monde vient en sacrament. J'ai une voiture pour aller travailler, j'ai une voiture pour aller mener mes enfants. Là, je suis stationné quasiment à 10 minutes à pied quand j'arrive avec les enfants, quand j'arrive avec l'épicerie. Ça n'a pas de sens ce que vous avez fait. Et les gens sont carrément paniqués, là. Là, l'autre, 9 ans, moi, vous savez, on a décidé en tant que société que maintenant, on privilégiait c'est un projet de société. Le déplacement en vélo, toute la chenoute, là. Mais la personne insiste, là. Est-ce que la personne qui insiste puis qui vient... Ça prend ça, là. Faut que... Moi, c'est ce que je trouve un peu plate de ce qu'on est devenu comme société. Les gens, maintenant, ils sont dans le salon en pyjama, ils font plus rien. Quand ils choquent, ils vont sur Facebook, puis ou encore, ils vont sur Twitter. Mais avant, là, les gens, ils se levaient, ils s'habillaient, ils se rasaient. La madame s'arrangeait les cheveux, puis ils s'en allaient au conseil de ville, puis ils disaient ce qu'il y avait à dire, là. Puis ça brassait, là. Ben oui, ça brassait. Mon père était 16 ans conseiller municipal. Ben oui, ça brasse. Ben oui, ça brasse. Des conseils où ça a brassé avec des citoyens pour différentes raisons. Oui, il y a des citoyens à l'occasion qui vont avoir un problème de tempérament ou qui vont s'emporter un peu plus parce qu'il y a de l'émotion, puis il y a des décisions qui les affectent carrément. Puis, je veux dire, comment tu peux contrôler ça? C'est des humains qui ont des enjeux, là. Je veux dire, tu peux pas... Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, c'est bien simple. Ça veut dire que si tu viens au conseil de ville, tu t'assois, t'écoutes, tu fermes ta gueule. Ferme ta crise de gueule. C'est ça veut dire. OK? C'est carrément que ça. Ce n'est que ça, là. Tu sais, on parle de la loi C-63, qui est la loi canadienne, qui risque de carrément censurer tous ceux qui ont des choses à dire sur un premier ministre, sur un élu, parce que ces gens-là sont en train... Mais c'est bizarre, pareil, que maintenant, on a une version québécoise de la loi C-63 et cette version-là veut que protéger les élus. Que protéger les élus. Attention, si vous êtes sur Twitter, si vous êtes quelque part sur les réseaux sociaux, que ce soit écrit, que ce soit une vidéo, que ce soit un audio, c'est interdiction de publier des messages harcelants en ligne. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait plusieurs tweets sur le maire de Québec. Là. Est-ce que c'est de l'harcèlement? Oui, là, on va dire, OK, un tweet, c'est correct, mais là, tu en as fait 4 dans le dernier mois, toi. Ouais, ça commence à être une fixation dangereuse. Oui, boum, c'est il ça. te rentre un 500$ d'amende. Oui. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui disent, moi c'est ça que j'ai entendu parler un peu entre les branches, là. Ils disent, si tu veux changer les comportements des gens, il faut que tu leur foutes des amendes d'en face. Ou, exemple, mettons, le cellulaire au volant. C'est si tu dis, cellulaire au volant, c'est interdit, mais si tu mets des amendes fortes, ça règle le problème. L'alcool au volant ou d'autres affaires. Moi, je comprends. Mais ils mettent ça sur le même pied d'égalité, le cellulaire au volant ou l'alcool au volant ou que quelqu'un qui va s'exprimer dans un conseil municipal. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est juste des politicos qui veulent se protéger. En réalité, c'est des politicos qui ne veulent pas nous entendre. Ben, ça donne l'impression que c'est des politiciens qui veulent une free ride. Voilà. Parce que, je vais juste te lire ce que la ministre qui a amené ça. C'est la ministre de Chicoutimi, là, celle des Affaires municipales, André Laforêt, qui a amené ça. Elle, je la cite, là, elle dit « Ce qu'on veut, c'est arrêter des situations qui perdurent, les propos menaçants, les propos violents. Un citoyen qui vient à répétition à tous les conseils municipaux, puis là, ça peut déborder, puis ça a peut-être des propos menaçants. Donc, on a dans une situation d'abus et de propos menaçants. Donc là, maintenant, je la cite, là, regarde, c'est fait de même. Oh, oui. Maintenant, on va pouvoir agir. C'est pas clair, là, ce qu'elle dit? C'est pas clair, mais... Mais c'est ça qui me dérange. C'est que c'est zéro clair. Ben, c'est pas clair. On a l'impression que oui, il y a des tannants d'un conseil de ville. C'est vrai. OK?
C'est vrai qu'il y a des retraités qui vont à tous les conseils de ville. Ben oui, ça le fait une Puis sortie c'est en les même plus temps. têteux. Ben oui, c'est ça. OK? C'est des têteux de bout de trottoir. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont le droit. Si vous avez une entreprise avec des actionnaires, un paquet d'actionnaires, si vous êtes en bourse, c'est la même chose. OK? Il y a des actionnaires qui vont arriver, ils regardent les états financiers, puis là, sont têteux, puis ils posent des questions au conseil. Écoute ce qui est arrivé. Ben oui, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de vivre en société. OK? Il y en a toujours des plus fatigants. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont maintenant un outil pour que le fatigant, qui est là tout le temps, c'est vrai, des fois qu'il y en a qui sont fatigants, là, mais il a le droit d'être là. OK? Mais là, maintenant, ils ont un outil pour le crisser dehors. Parce qu'ils veulent avoir une free ride. Moi, j'aime pas ça. Le gars qu'on a vu, là, tu parles de la madame, mais le dénommé Martin qu'on a vu à Montréal, qui a commencé à poser des questions sur la piste cyclable sur Henri Bourassa, puis qui revient à chaque conseil puis dit « J'aimerais ça être avec mon gars pour ses devoirs, il a besoin de moi. Mais je suis ici parce qu'on a un problème majeur, j'arrive chez moi 3/4 d'heure plus tard parce que vous enlevez des voies sur Henri Bourassa, puis j'ai besoin de voir mes enfants à telle heure pour la garderie. Donc, je passe pas de temps avec mon enfant ce soir. Et je reviens pour une 5e fois vous poser les mêmes questions dont j'ai jamais les réponses. Lui, c'est... Lui, c'est... Ben, lui, c'est ça. Lui c'est quelqu'un... Ben oui, lui, il vient... Lui, c'est menaçant. Ensuite de ça, il est dans le harcèlement. Il est là tout le temps. Oui, mais c'est une amende, comme ça, on est sûr qu'il ne reviendra pas. Puis là, après ça, c'est ça. Là, ça va plus loin après, là. Là, tu ne peux pas juste lui donner un 50$ d'amende jusqu'à 1500 là, dans certaines situations. Là, l'affaire, c'est que là, l'espèce de la Cour supérieure, là, elle va pouvoir imposer des mesures. Ton gars là, que tu parles là, sur Henri Bourassa à Montréal, là, lui peut se faire dire par la Cour de cesser de communiquer avec l'élu. Oui. Oui. Donc, lui, il est barré du conseil municipal. Ne te présente pas à plus de 25 mètres du conseil. Ils vont quasiment le prendre en photo puis taguer sa photo sur un babillard pour dire, lui, il ne peut plus rentrer ici. Là. Est-ce que nous, on peut créer un genre de comité avec un genre, c'est quoi, ombudsman là, qui à la tête de ça, avec un genre de comité de sages, des citoyens? Oui. Qui mettent des règles sur les élus municipaux, les élus provinciaux et les élus fédéraux, puis incluant aussi des grands dirigeants, soit des sous-ministres ou des hauts fonctionnaires qui prennent des décisions, parce qu'on le sait, là, le bureau du premier ministre est mené par, on l'a vu dans le top 100 des gens les plus influents. Là. Il y a des non-élus là-dedans. Donc, il faut les... Est-ce que nous, on aurait comme citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là travaillent pour nous. Là. On n'est pas en bas de la pyramide. C'est nous en haut de la pyramide, puis eux sont à notre service en bas de la pyramide. Est-ce que nous, on a un genre de moyen de leur donner des amendes quand ils fourrent du monde, quand ils prennent de l'argent quand ils s'en vont, mettons, en Inde, puis qu'ils dépensent 2 millions de dollars dans un voyage pendant 10 jours, qu'on a vu hier? Est-ce que quand il y a des gens qui l'échappent, quand il y a des gens qui veulent également nous attaquer sur des choses que nous autres, on tient, des choses de base pour avoir une vie un peu décente, genre mettre son thermostat à 21 degrés l'hiver. Quand quelqu'un veut venir nous baver puis commencer à nous harceler sur notre style de vie qu'on a, puis que c'est fait à répétition, est-ce que nous, on peut y envoyer des amendes pour harcèlement? Ce serait le fun en tabarnache. Il y en a qui vont faire faillite. Ben, Fitzgibbon est peut-être riche, là, mais dans sa boîte à mal, il y en aurait peut-être pour 50 000 juste dans le dernier mois et demi. Là. Ça serait... parce que cette game-là, ça se joue juste d'un bord. Ça, là, ça c'est pas... Ça va mal finir, ça. Là. Je sais pas pourquoi ils veulent pas entendre le monde de même. Pourquoi ils veulent pas entendre? Ils veulent vivre dans un genre de tour de verre et pas avoir de communication avec le vrai monde. Le monde, c'est d'ouvrage, là. T'occuper d'eux autres, là. Oui, mais ils vont surtout se rendre compte que tous les points qui nous parlent, le vrai monde, c'est pas dans leurs histoires. C'est ça. Non. Après ça, pendant les élections, ils veulent te licher le cul. Christophe, ils veulent te licher le cul pendant les élections. Puis après les élections, ils veulent pas te voir puis ils te mettent des tickets. On a fait un bout de podcast pour vendredi hier avec quelqu'un qui était juste disponible hier. Et c'est sur un sujet qui n'a pas rapport avec ça, mais quand il a commencé l'entrevue, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, au-delà de ce qu'on allait parler, puis il dit « Moi, je suis un travailleur communautaire. » Donc, il m'a expliqué que lui, il est dans le monde. OK?
le vrai monde. Et il me dit, tu peux pas savoir comment le vrai monde, leur day-to-day, les choses qu'ils parlent, les choses qui les touchent, les besoins qu'ils ont, rien de ça est jasé nulle part. Il y a donc une énorme différence entre monsieur, madame, tout le monde, puis c'est les gens qui nous dirigent. Et ce qu'ils veulent, c'est pas se rapprocher de nous. Ils veulent nous éloigner d'eux. Ils veulent encore plus faire... Parce que tout leur agenda, surtout climatique, de taxes, de ci, de ça, puis rien entendre, les vélos, les ci, regarde, ils veulent plus nous entendre. Excusez-moi, c'est dangereux cette affaire-là. Là. Dangereux. C'est surprenant. Je suis très surpris de voir ce matin aucun éditorial dans la presse, aucun commentaire, parce qu'il n'y a pas d'éditorial dans le Journal de Montréal, mais aucun média traditionnel soulève ce qui s'est passé hier, le dépôt de ce projet de loi-là, qui, excusez-moi, là, est scandaleux. Mais les journalistes, je pense que les journalistes qui devraient être les remparts de la censure, j'ai le feeling qu'ils sont pour ça, tabarouette. Ils aiment ça. Oui, c'est vraiment bizarre, ça. Et on fait une pause, on revient dans un instant. Gilles Parent est stand-by pour le Prime et le Live. Pirate Radio. Pirate.com. Gilles Parent. Gilles. Comment est-ce qu'il va, mon ami Gilles? Bon matin, Québec. Ça va bien? Puis, t'as eu une belle semaine? Oui, elle a commencé... faut que je te raconte, elle a commencé avec l'éclipse. Lundi, comment les plips? Les plips. Les plips. Les plips polaires. Oui, il y a un P. Eclipse. Mais ça a commencé de façon un peu curieuse. En fait, j'ai levé la tête complètement sur ma blonde. Oh, regardez ça. Puis, moi, je suis en Haute-Ville, fait que c'était le fun. Il y a beaucoup de gens qui sont déplacés pour aller, mettons, à l'anneau des Plaines, qui est très dégagé. Puis ça. Dans le fond, ça a trouvé une place dégagée, un stationnement de centre d'achat, ça faisait la job. Là. Puis, je sais pas, c'est pas page, je n'avais pas entendu parler, mais je trouvais que 16 pages, il commençait à exagérer beaucoup. Il y avait beaucoup de couverture. Mais, fait que, écoute, lundi, 1h de l'après-midi, on est d'accord que je suis pas mal dernière minute, je disais à Véro, tu sais, les lunettes. J'ai fait mon imbécile. Hein. J'ai dit, t'es occupé de ça, les lunettes? Comment, les lunettes? Pourquoi c'est moi qui s'en occupe? Fait que là, finalement, une belle petite chicane pour commencer la semaine, mais simple, mais pas très, très intense. Fait que là, j'ai dit, gars, je vais partir, puis je vais faire le tour. Puis là, j'arrivais à les commerces, ils avaient pris les devants, évidemment. On n'a plus de lunettes. Tu sais, ça sonnait. Crissez-nous patience, on n'a pas de lunettes. Mais il y avait c'était mieux écrit que ça, là, mais c'est ça. Il y en avait partout les affiches. Fait que je dis, OK. Je me rends compte qu'après 4-5 commerces, je n'en aurais pas. Fait que je reviens chez nous, puis là, Véro, tu sais, c'est toujours pratique. Des fois, puis souvent, certains diraient, quand tu as besoin d'aide, la communauté Facebook peut t'aider. Ça, c'est vrai, là, il y a beaucoup de monde sur Facebook. Fait que tu as besoin de quelque chose de dernière minute ou tu as besoin d'un conseil, un avis. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver une réponse à des questions auxquelles ils ne sont pas capables de répondre. Donc, elle voit, elle dit, ah, c'est Jeff Garneau. Il y en a. Puis là, j'ai dit, Véro, vérifie, si ça fait 4 jours, là, il n'y en a plus, là, tu comprends? Mais s'il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, on a des chances. Elle dit, oui, c'est bien récent, ça a été posté, genre à midi et demi. Je suis parfait. J'ai dit, gars, je suis à 10 minutes, moi, y aller. Et là, Tu avais l'air d'un étudiant quand tu es rentré au Cégep Garneau? Jamais mis les pieds au Cégep Garneau. Ça aurait pu arriver pour n'importe quoi. J'ai déjà allé dehors avec mes fils qui jouaient soit au football ou... Tu sais, je suis déjà allé au Cégep Garneau, mais jamais en dedans, nulle part. Fait que là, je vois les édifices, puis là, j'ai l'air d'une nouille. C'est où l'entrée principale? Fait que là, je demande à des étudiants. Puis là, Jeff, je te le raconte parce que quand tu sais pas où tu vas, tu peux faire ce que tu reproches à d'autres dans la vie. Je t'explique. Je suis devant un des pavillons, puis la petite voiture de mon fils que j'ai, la petite Kona, c'est pas une grosse voiture. Fait que là, on me dit, c'est l'autre à côté. Fait que là, je pars, puis là, je vois qu'il y a un chemin. Pas de problème. J'embarque dans le chemin, c'est un chemin de piéton. Moi, le cave. Fait que là, ça cogne sur mon char. Tu fais là, le cave. Là, je dis, désolé, je suis jamais venu ici. Puis c'est pas marqué piéton. Sauf que quand tu arrives au bout, le coteur, il n'y a pas de place pour descendre. C'est là que tu vois, mais c'est large. Et là, je me disais, moi, j'aurais été dans la rue, j'aurais regardé le cave qui est dans la... Mais c'était à moi, là. J'ose le dire, mais c'était très drôle de voir le regard des jeunes, puis les petites tapes sympathiques sur le char, voulant dire, là, le gros recul. Fait que j'ai reculé, je suis allé à bonne place. Je rentre en dedans. Il y a un agent de sécurité qui est là. C'est vraiment... Fait que parfait. Je dis, écoutez, il y a des lunettes, semble-t-il. Ouais, descendez au sous-sol. Parfait. Descends au sous-sol. Je suis jamais allé, je descends. Je suis capable de descendre au sous-sol. J'arrive là. Il y a comme une coop à gauche. Je fais signe au gars, j'ai des lunettes. Non, c'est pas là, un peu plus loin. Là, il y a quelqu'un qui me voit et qui me reconnaît. Monsieur Parent, êtes-vous perdu? J'ai dit, probablement. Il dit, ça fait 40 ans. Un étudiant ou un prof? Ouais, c'est ça. C'est pour étudiant ou prof? Qu'est-ce que vous faites?
Non, j'ai dit retraité, là, probablement, je suis plus ça. Mais si j'étais venu ici, ça aurait été il y a 40 ans, mais je suis allé au cégep Sainte-Foy. J'ai dit, je viens pour les lunettes. Dans le fond, j'explique ça. Il dit, c'était la salle des pas perdus. Puis tous ceux qui sont à la Garneau, ils savent c'est quoi. Moi, pas en tout, pas du tout. Fait que j'arrive là, puis là, le béret blanc, c'est moi. Jeff, ils vendent ça, faut que tu payes en argent. OK. J'ai jamais d'argent sur moi, moi. Moi non Carte de plus. débit, carte de crédit. C'est rare que ça nous arrive. Puis à l'époque, je me rappelle d'avoir dit en ondes, je me rappelle d'avoir répété, c'est-tu assez cave les gens qui achètent une boîte de gomme avec leur carte de crédit? Aujourd'hui, on le voit régulièrement parce qu'on n'a plus d'argent. Fait que finalement, un bon Samaritain, ça coûte une pièce, bing bang. J'ai réussi à avoir des paires de lunettes. Mais je veux en parler, pas parce que c'est exceptionnel, mais j'ai trouvé que, bon, un coup, ça, c'est fait. Après ça, on s'en va ses plaines. Et là, c'est drôle parce que je voyais l'ironie de ma blonde. Elle dit, oublie pas que c'est un événement scientifique. Tu sais, astronomique, puis Bon, parfait. Je dis, oui, c'est vrai. Et quand j'arrive, Jeff, c'est plaine. Là. C'est les chaises, c'est les glacières, les bouteilles de vin, les caisses de bière, des petits barbecues. Ben, je te le dis, oui, c'est un tailgate d'Eclipse. Mais j'ai dit, dans le fond, nous autres, les Québécois, nous autres, tout est prétexte à partir. C'est lundi après-midi. D'après moi, là, si t'es quelqu'un qui mesure la vaillance, lundi après-midi, ça devait être assez tranquille. Il y avait beaucoup de monde surtout qu'à dehors. Québec, c'était assez partiel. Là. Je veux dire, C'est pas, 98 mais le 2 fait toute la différence. Parce que c'est venu un peu sombrette, mais pas beaucoup. C'est ça, un petit peu Mon sombrette. fils qui étudie en médecine à Sherbrooke, lui, il a vécu ça. Ben oui, il a fait lui, noir pour à vrai. patin, ça. Lui, il dit, regarde... Puis, en fait, pour résumer, parce que tout a été dit là-dessus, puis j'ai trouvé même qu'il y a beaucoup de... Je voulais juste donner une petite sauce personnelle. Lui, il dit... j'ai dit, qu'est-ce qui t'a impressionné plus? Ben, il dit, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et il dit, il y avait des gens de partout, de l'Amérique du Sud, et des gens qui se sont déplacés juste pour ça. Il y en a qui... C'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette passion-là, mais débordante, puis qui sont prêts. D'autant qu'une éclipse totale, il va en avoir d'autres, mais pour nous, ça va prendre 100 ans. Fait qu'on est d'accord que... Ça, je disais à ma blonde, je vais mais toi, 2045, toi, t'as envie? Oui, mais elle ne sera pas ici, elle ne sera pas à notre hauteur. Ben, elle va pas. Dallas va être la seule ville dans le monde. C'est ta ville de hockey, là. Ben oui, ma ville de hockey. Là, tu viens de me faire plaisir. Ben, c'est ça, parce que Dallas est la seule place qui va avoir les deux fois, donc en 2045, je pense que c'est le 12 juillet, le 12 août. Je ne me rappelle plus du mois, là, mais c'est en été. Donc, il faut que je fasse 20 ans encore, moi. Faut que tu fasses 20 ans. OK. Après-midi, je m'inscris au gym. Les gars, ils pensent rien que ça qui va faire la différence. Parce que sur Terre, il y a 2 à 5 éclips par année. OK, mais il y a d'autres opportunités, mais je faisais la blague en disant à la même place au même moment, c'est sûr que non. Là. Mais donc, j'ai trouvé ça drôle, puis sincèrement, ça ne m'a pas insulté, pas du tout. C'était de voir les gens. Puis d'abord, ce qui est très drôle, mais tout à fait, ça explique pourquoi être là, quand tu dis I was there, c'est important, Jeff. Tu mets tes lunettes, tu regardes un peu, bon, tu vois très bien le croissant qui se fait dans l'une. C'est beau, c'est impressionnant, mais là, la réalité, c'est que quand tu enlèves tes lunettes, tu regardes au sol, il y avait quand même des centaines de personnes. Tout le monde se regarde. C'est ça qui est drôle. Tout le monde check qu'est-ce que les autres font. Ouais. J'ai dit, dans le fond, le show est dans le ciel, mais en même temps, quand même, tu resterais 25 minutes à regarder ça, ça avance. Mais ça avance assez vite, mais c'est pas à seconde près, là, non, pas une seconde, tu l'avances. Fait que, tu sais, dans le fond, les gens se retournent. J'ai lu sur Facebook, il y en a un qui pense, hey, t'as donné quand c'est rentré, on s'est rendu compte que le soleil et la lune sont à la même grosseur. Oui. Ouais, là, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Pas non, c'est pas bon, cette observation-là. Si c'est un tweet, il faut l'enlever. Enlève ton tweet, buddy. Mais faut quand même dire, Jeff, qu'il y a eu, faut le dire, là, parce qu'il y a eu le festival de la surenchère aussi. Tu sais, Niagara Falls, là, je ne sais pas qui a pris la décision de fermer la ville puis de déclarer l'état d'urgence, mais le 1 million qu'on attendait, ça virait à 290 000. Là. Ben oui. Ils ont fait peur au monde. Tu sais quoi, cette affaire-là? Oui, mais il n'y a pas ça. C'est surtout qu'à Niagara Falls, c'était très nuageux. Ils n'ont rien vu. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi faire l'état d'urgence d'avance quand il n'y a pas l'événement encore? C'est des fonctionnaires. Qu'est-ce que ça... Oui, c'est ça. Mais tu sais ce que ça fait comme effet? Ça fait peur au monde. Oui, mais... Ça fait peur au monde. On ira pas. L'état d'urgence, ça va être épouvantable. On ne pourra pas circuler. Puis bon. Fait que c'est ça. Mais mon point, cela étant dit... L'autoroute de la Beauce était bumper à bumper jusqu'à Saint-Georges. Parce que Saint-Georges, quand même, eux autres, ils l'ont vu... Blackout. Blackout total. Les lumières de rue. Ma fille à Moncton, 100%. Voilà. OK. Mais ceux qui l'ont vécu, mon fils, j'ai demandé à mon fils, ce qui est curieux, c'est que Elliot est en stage. Ils ont des stages à chaque mois, ça varie. Ce mois-ci, il est en psychiatrie. À l'université, en fait, à l'hôpital de Sherbrooke. Il y en a 2, mais un des hôpitaux de Sherbrooke. Puis, on décide de faire une activité. Il faut comprendre que ceux qui sont en psychiatrie ne sont pas toujours en crise.
il y a toutes sortes de niveaux là-dedans, il y a toutes sortes de conditions. Mais j'ai trouvé intéressant qu'ils les réunissent pour dire, écoutez, oui, vous êtes en marge par moment de la société, mais il y a un moment, puis on va le vivre ensemble. Et ça m'amène, parce qu'on a profité pour faire un événement qui peut les marquer, qui peut être intéressant, vécu en gang. Ça m'amène sincèrement à quelque chose qui est plus profond, je trouve, que l'éclipse, c'est la lamentable décision du gouvernement du Québec dans ça. Parce que le gouvernement, donc, pas juste le gouvernement, les écoles, il y en a qui l'ont fait, là, je ne suis pas en train de dire que toutes les écoles n'ont pas fait ça, mais c'est une occasion, tu sais, l'éclipse totale, telle qu'elle se présentait, c'est une occasion très rare. On est d'accord avec ça? C'est rare. C'est académique à 200%. Voilà, c'est académique. Le mot est parfait. Parfaitement, Jeff. Et avant de discuter de ça, je veux vous amener à quelque chose. C'est un moment dans une vie, dans une carrière, qui peut être marquant et qui va être marquant. Et je mentionne parce que je sais que dans notre auditoire, il y a des jeunes vieux, il y a toutes sortes de monde, mais des 40-70, je suis certain qu'il y en a pas mal qui écoutent Les Pirates, il n'y a aucun doute pour moi, pour avoir vu du monde dans certaines activités. Et donc, le point que je veux amener, 1972, moi et plusieurs autres qui nous entendent aujourd'hui, c'est la série du siècle au hockey. La série du siècle au hockey. OK? Ouais. Alors, Paul Anderson, le but, la patente. Johnson. Comment? Ben Johnson, la course aux Olympiques. Même chose. Tout le monde se rappelle où on était. C'est ça, 88, je pense, Ben Johnson. Ouais. Mais je veux juste... Ça, c'est deux... Mais moi, je reste sur 72 parce que je trouve qu'il y a une comparaison académique fantastique. Donc, en 72, moi, je suis au Mont-Saint-Sacrement, première année... OK, toi, tu parles de l'éclipse en plus. Oui, non, pas d'éclipse. Je parle de... Oui, c'est ça, je reviens à l'éclipse, mais je fais une comparaison. Donc, la série du siècle, le Canada, Russie et autres, et on est venu pour apprendre. Donc, ça se passe... Quand le match Russie-Canada va être présenté, les professeurs au Mont-Saint-Sacrement nous en parlent, nous préparent, et évidemment, on se ramasse le jour du match, c'est en plein jour, ça donne de même avec le décalage, et on est tous à l'auditorium ou au gymnase, tout est arrêté, on vit un événement majeur. Mais je peux t'annoncer que je me rappelle de exactement où j'étais assis, exactement ce dont on a parlé, comment ça s'est passé le match, comment on a vécu ça ensemble. Ça a été un moment qui nous a marqué parce que tu peux pas les inventer, mais dans ce cas-ci, je dis, tu peux pas les inventer, mais tu peux les prévoir. Jeff, c'était à la seconde près. Tout ce qu'il avait dit sur l'éclipse, ça s'est passé de même. C'est scientifique, ça se passe comme ça. Mais c'était prévisible, c'était annoncé. Fait que c'est le genre d'affaires que tu peux préparer, tu peux amener tes jeunes. Et derrière ça, moi, personnellement, peut-être que tu vas dire j'en vois beaucoup, mais je vois ça carrément dans la lignée de notre société qui ne met pas assez l'accent sur l'expérience de vie, une occasion d'exception, mais aller faire ça en gang, en groupe, puis vivre quelque chose qui va nous marquer à jamais. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand on refuse ça? Qu'est-ce qu'on a derrière ça comme décision? On a soit un gouvernement, soit des parents, soit les institutions, ou soit les trois ou deux des trois, qui décident de ne pas exposer les jeunes au risque, au danger. C'est incroyable. C'est ça, la réalité. La vraie vie, c'est que nous autres, on sortait dehors puis on se plantait en vélo. On se plantait. On revient tout le temps à ça, mais... C'est du maternage a pu finir, mais ça a un impact, Jerry. Ça a un impact parce que la créativité, l'inventivité, l'initiative, ça part des occasions où tu as vu des choses stimulantes, où tu as des jeunes qui ont échangé. Je ne suis pas en train de dire qu'on serait tous devenus des astronautes. Là. C'est pas ça le point. Le point, c'est pas ça. C'est que les jeunes, là, qui l'ont vécu, il y en a qui l'ont vécu, mais si tu as aussi un élément de compréhension, tu crées l'attente. Tu as hâte de voir ça. Tes professeurs t'ont expliqué l'importance que ça a. Ils t'ont expliqué que... mais Gilles, on est devenu une société de crise de peureux. Je le sais que l'histoire du casque de vélo, c'est utilisé partout, là, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est là que ça a commencé. Je ne suis pas contre je fais du vélo, j'ai un casque. OK? Mais moi aussi. Puis je ne voudrais pas ne pas le porter. Ce que ça a fait, puisque tout ce qu'on a créé depuis 30-40 ans dans notre genre de vie de luxe, entre guillemets, c'est qu'on est devenu peureux. On est devenu peureux. On a peur de tout. Hey, la fille de TVA, à la fin, elle s'est reprise parce qu'il y en a une qui l'a brassée, là. Mais la fille de TVA qui présente les nouvelles à 6 heures, la genre de star, je ne me rappelle pas de son nom, là, Colette, là, je ne sais pas trop. Colette ou... Sophie Thibault. Sophie Thibault. Bon, Sophie Thibault, là, elle a réalisé à la fin que c'était un moment historique, mais les premières fois, la manière qu'elle en parlait, là,
Elle voulait pas sortir dehors. Elle voulait barrer, calfeutrer Cacher les fenêtres. les fenêtres. Elle voulait pas prendre de photos parce qu'elle disait ça va briser mon appareil. Elle avait peur. Jusqu'à un moment donné, quelqu'un dit non, m'a donné quelques vidéos, tu n'auras pas peur. Tu peux pas manquer ça. Là. Puis, mais elle l'a dit elle-même. Elle dit j'avais peur. Mais ça vient de où, ça? Ben, ça vient pas parce qu'elle a appris ça dans le ciel. Il y a quelqu'un qui a fait peur. On est maintenant comme ça. Les profs font ça. Les médias font ça. La peur d'avoir peur, tu as tellement raison. J'entendais un spécialiste dire on va tellement loin dans cette peur-là, puis cette crainte exagérée, qu'on a même entendu des conseils d'école dire on peut pas. Écoute bien ça, parce que la question des jeunes était bonne. Des jeunes étudiants ont dit qu'est-ce qui arrive dans le fond? Tu sais, quand on nous dit l'éclipse, la rétine, puis fait que dans le fond, quand tu le sais pas, puis moi, je fais pas le spécialiste, je vous rapporte les propos d'un spécialiste. Quand tu le sais pas, tu penses que parce que c'est l'éclipse, le soleil est bien plus dangereux pour venir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et sais-tu pourquoi? Quand les étudiants ont dit qu'est-ce qui arriverait si je regardais 2 secondes, puis je rebaissais, la réalité, c'est qu'il n'y arriverait rien. Mais ils disent on ne peut pas, dans cette société-là, dire ça parce qu'il y a quelqu'un qui va poursuivre l'école en disant mon fils, lui, a regardé pendant 10 minutes, puis à l'école, ils ont dit tu peux regarder. Mais c'est pas ça qu'ils ont dit à l'école. La vérité, c'est que tout comme toi, mettons que tu es au soleil en Floride, bien évaché, si tu regardes le soleil sans lunettes, sans arrêt. Très dangereux. C'est très dangereux. Donc, oui. Mais les jeunes demandaient avec raison, est-ce que c'est le fait que la Lune et le Soleil se croisent que c'est plus dangereux? Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu es porté à regarder, parce que c'est un phénomène, mais il ne faut pas que tu le regardes longtemps, tout comme... Et la noirceur fait que ta pupille ne se contracte pas, puis tu vas le regarder en direct. C'est ça qui est dangereux. Fait qu'il y a rien, ça n'a rien à voir avec l'éclipse comme tel, c'est parce que l'éclipse t'attire à voir le phénomène. Mais le soleil n'est pas plus fort. Mais le soleil est impressionnant. D'ailleurs, c'est peut-être un des éléments. Mon fils qui est à Sherbrooke me dit, moi, j'avais jamais vécu ça il y a 21 ans. Il y en a d'autres à vivre, là. Mais il dit, quand la noirceur est arrivée, la baisse de 10 degrés en 1 seconde, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je dis, tu ne te reverras pas ça souvent non plus. Il a compris que on est mieux qu'il fasse plus chaud, plus frais. Hein? Si bol. Mais Jeff, quand tu y penses, là, on aime tous la météo, puis on s'intéresse à ça, la météo, puis on aime ça. Mais là, 10 degrés en 1 seconde et demie, c'est assez impressionnant. Là. Et tous ceux qui étaient là, d'un coup sec, voyons donc, c'est comme si il avait ouvert le congélateur. Là. Oui. Mais c'est ça, le soleil était caché. Fait que, le soleil, il ne faut pas qu'il parte parce que on ne durera pas longtemps. Non. S'il y a quelqu'un qui trouve la Switch à off, mettons, il y en a qui ont peur de Poutine. Là. Si mettons Poutine à la Switch du soleil, là, m'a dit de quoi, ça ne durera pas longtemps, patente. Là. Ça on va mourir gelé, c'est sûr. Allez, on a un deuxième bloc avec Gilles sur le Prime et sur le live également. On va parler de pourquoi on est si fragile, qu'on a si peur. Comment ça se fait qu'on est devenu comme ça? On en parle avec Gilles tout de suite après, ici même sur Radio Pirate Prime et Live. Radiopirate.com. Radiopirate.com. JeffFillion.com. Partie numéro 2 avec Gilles Parent pour la gang de Radio Pirate. Autant le live que le Prime. Mais voyez-vous, derrière ça, c'est plate parce que je me rends compte que dans nos chroniques qui sont souvent socio-psychologiques, parce que dans le fond, on vit dans une société, c'est le fun, mais cet élément-là de crainte, de peur, puis tu sais quoi, je jasais... Faut que je te parle de ça parce que le podcast que je m'enligne sur gillesparent.com et autres, sur Spotify et autres, aujourd'hui, c'est avec Simon Saint-Hilaire qui travaille avec les PME. Lui, il a travaillé beaucoup avec des employeurs, puis ça, puis des employés. Mais on parlait de cette crainte-là qui est maladive et à quel point la génération actuelle, la génération, c'est peut-être plus les Z là, qui sont de 95 à 2010, c'est ça? Entre autres, pas partout, puis évidemment, c'est pas tout le monde, là. Mais il y a des patrons qui... Comme les jeunes ils veulent plus prendre de chance, veulent plus se tromper, veulent pas prendre de risques, il dit à un patron, à un moment donné, une chose très banale qui s'est dite 1000 fois dans notre carrière, probablement, Jeff, tu l'as vécu, Jerry aussi, un patron qui arrive et qui dit « Hey Jeff, c'est fait là! » On va leur dire « Qu'est-ce que tu as eu un problème? À quoi tu as pensé? » Il dit « Un gars de 29 ans, dans une entreprise majeure de Québec, c'est bien pleuré. » Arrête. Oui. Le patron était désarçonné. Il dit que c'est... Parce que lui, ça a sonné, Chris, que t'es cave, la compagnie va fermer à cause de toi, dans sa tête. Non. C'est un événement. Qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce qui fait ça, hein?
Qu'est-ce qui Ben, moi, fait que je veux nos juste jeunes- faire un lien. Ce que je dis, Jeff, là, c'est parce que quand il me dit ça, je fais un lien avec l'addition des moments où on met des oreillers autour de nos enfants, autour de leur vie, autour de leur parc, autour de leurs rêves. On met des oreillers partout pour les protéger. Bien, t'as pas de risque, tu prends pas de chance. Puis si tu fais une erreur, aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Pourtant. L'erreur est formatrice. Puis faut pas dire qu'il y a que ça. Combien d'employeurs et de gens qui ont réussi dans la vie, des joueurs, n'importe quoi, des gens qui ont réussi des grandes choses, ils disent toutes la même affaire. On s'est planté plusieurs fois, on s'est relevé. Ça fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, on essaie d'éliminer ça. C'est pour ça que je faisais un lien avec cette occasion ratée dans les Non, mais écoles. c'est clair qu'il y a un lien. C'est plate, mais C'est clair que... Pour moi, il y a un lien direct. On se demande pourquoi, c'est ça, on se demande pourquoi les nouvelles générations, ils sont pareils comme nous autres, ils sont faits de la même manière. Puis, ça se fait qu'ils ont été élevés, puis qu'ils sont si fragiles, ils ont été élevés dans quand même... c'est une belle époque, là. Je veux dire, ils ont... Oui, mais Jeff, faut que les parents se rendent compte que, même si on n'aime pas ça, on est parents, on peut parler de ça, Christy, on sait de quoi il s'agit. Quand j'étais jeune, tu l'as vécu. Moi, je suis un peu plus vieux que toi, mais on a vécu genre, moi, mes parents, mettons, qui partaient, je sais pas, 2 jours au camp de pêche, OK? Puis c'est arrivé souvent. Pas au camp de pêche. Bon, il y a du stock dans le frigidaire, il y a le congélateur, le tombeau en bas, il y a du stock aussi, les pizzas. Arrangez-vous, on revient dans 2 jours. Bon, avec les frères et sœurs, on s'organisait. Ça, c'était comme ça, OK? Mais aujourd'hui, quand les parents partent, là, je généralise, mais c'est volontaire. Je pense qu'il y en a qui vont reconnaître qu'il y a du vrai dans ce que je dis. Aujourd'hui, on part, c'est portionné, micro-ondes pendant 4 minutes 12 à tel degré, à 6 degrés 6. Après ça, au four, 350, tu pars quand ça... Tout est marqué. Ouais. Et tu m'appelles n'importe quand s'il y a de quoi. Tu m'appelles n'importe quand s'il y a de quoi. Mes parents, moi, ils partaient en voyage. Oui, on les voyait quand ils revenaient à l'aéroport. Moi, Mais je dis pas qu'on va revenir la dans le première temps, fois mais- que mes parents sont partis passer l'été en Floride avec mes sœurs, c'était l'été entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5. Puis j'ai pas de souvenir de aucune recommandation. J'avais la maison. On a manqué ça. Tu barrerais les portes, c'est peut-être... Ouais, tu barrerais les portes peut-être. Puis encore, on les boira pas. Ouais, on les boirait pas bien. Mais puis tu sais, regarde, vois-tu, à l'inverse, c'est drôle, hier, je parlais de ça à ma blonde, je dis, ouais, je veux descendre en Floride en char cet été, voir ses amis pendant 2 semaines. C'est correct, ça. Ouais. Je dis, je vais peut-être descendre avec pour chauffer avec. C'est pour sa première fois. Quand même, juste, ça va avoir 20 ans. C'est pas... Ça Là, l'énerve quand je me suis posé la question, là, je me suis dit, pourquoi? Ben, pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? À 20 ans, c'est pas 14. Fallait-tu que ton père, toi, quand t'avais 20 ans, qu'il descende avec toi en Floride? J'ai les fait, moi, à 18 avec 2 Ben chums. voilà. Ben oui, c'est ça l'histoire. Mais Pourquoi? elle, es-tu prête à le faire? Elle, la veux-tu? Ben, c'est elle qui veut le faire. Bon, elle le fait. Ça se termine Moi, là. à 18, j'ai dit à mes parents, je m'en vais au condo de mon oncle. OK, tu vas avec qui? Ah ouais, on part demain. Ah ça, tu as décidé ça quand? Hier soir, en prenant une bière. OK, ben bon voyage. Bon voyage. Fais attention sur la route. Ça se termine là. Ah oui, il faut couper le cordon maintenant, là. Puis tu sais, des voyages en auto, là, Jeff, 4 heures d'après-midi avec un chum, moi, à l'âge de 17-18 ans, j'avais pas d'auto, mais il y en a qui en avaient. Puis là, on se disait, vas-tu manger une frite à Montréal? C'est juste faire du char. faisait ça, Tout le monde a fait ça, là. On partait, d'autres, pendant un cours. On avait un cours à midi, à 1h moins quart à Charles-Gravel. On disait, vas-tu s'acheter une crème molle à l'étape? On venait pour l'autre bout. Oui, c'est ça, tu vas à l'étape. Mais là, à l'étape, aujourd'hui, s'acheter une fais crème attention, molle. les C'était même pas bonne. Mais c'est... Faut reconnaître qu'on est là. Tu sais, t'as des filles d'une vingtaine d'années. Moi, j'en ai un plus jeune aussi. Et on est là, puis c'est facile de vouloir Mais faut toujours... que tu le fasses. Mais il faut le faire. Faut que tu le se fasses. parler, il faut le faire. Oui. Faut que tu le fasses. Faut Parce tu que le fasses. en fait, la réalité, c'est que tu les aides pas vraiment. C'est ça qu'on voit. Puis quand la société, c'est pour ça que le lien, je le faisais avec la décision. Moi, je pense une décision désolante pour ce qui est de... Oui, heureusement, il y en a qui l'ont fait pour Mais l'éclipse. si quelqu'un que tu connais puis dit ta fille, qu'est-ce qu'elle fait cet été? Tu dis elle est partie en Floride. Ah oui, elle est partie en Floride. Elle est partie en char en Floride. Elle est partie toute seule en char? À quel âge? Le monde À 20. autour de toi, ils vont te juger par rapport à Oui. Ah, ils mangeront de la merde. ça. Mais la réalité, c'est ça. Là. La réalité, c'est ça. Oui, tu as parfaitement raison. Les gens vont te juger. Et moi, je disais comme, tu sais, on fait ce qu'on peut, puis on essaie. J'ai été jugé. C'est pour ça que je vous le dis. Oui, mais tu sais, quand tu es en couple, Connais puis ça. tu élèves des enfants, puis tu as tes propres enfants ou des enfants, des fois, par union, c'est pas grave, là. Mais on a tout le temps l'impression qu'on fait de notre mieux, mais c'est pas toujours simple. Tu sais,
Des fois, C'est ça. il y a des habitudes, puis il y a de la morale qui se croise, mais souvent, on se dit, moi, je pense, en tout cas, moi, c'est arrivé, je ne parlerai pas pour les autres, je vais parler pour Véro et moi, ça fait 27 ans qu'on est ensemble, puis on se dit, heureusement qu'on a les deux, puis que notre enfant attend les deux, parce que, exemple, en voiture, moi, les gars, on passe pour slopper. Ah, pas de problème. Tu sais, on est un peu plus de même que les femmes qui sont plus préventives, puis qui pensent à. Tu penses à ça, tu mets du lave-vaisselle dans ton char. Non, mais tard. Et que tu breaks tard. Tu breaks tout le temps tard. Ben oui, mais je break quand j'ai besoin de breaker. On n'est pas pareil. En char, on n'est pas pareil. Mais j'ai dit, heureusement pour nos enfants, tu es d'accord, Jeff? Toi et Marie, vous n'êtes pas pareils avec vos filles. Puis le mélange des deux, d'après moi, ça fait un pas pire équilibre. C'est pas parfait, mais tu comprends? Souvent, on dit des gars qui sont beaucoup plus permissifs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Puis, inattentionné selon les filles, mais moi, je trouve que c'est donner de la liberté. Puis bon, regarde, tu fais des erreurs. C'est sûr qu'il y a toujours des risques. Mais c'est sur une situation, exemple, je te donne une situation, là. Tu as deux parents, puis tu as une situation, puis les parents sont pas du même avis, mettons. Okay? Tu dis, ils sont pas du même avis. Puis là, il arrive quelque chose à l'enfant. Bien, le parent qui était pour lui, c'est comme de sa faute. Oui. C'est ça l'histoire, mais c'est pas de sa faute. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Mais il est arrivé c'est vrai. La vie, il arrive des affaires. Là. La vie, il arrive des affaires. Il est arrivé des affaires. Si tu veux qu'il arrive rien, le reste, moi, mon gars, il est parti à 17 ans en Europe tout seul. Là. Puis il s'est fait voler 500$ dans des places des jeunes là, qui se rassemblent, dont les hostels, les auberges de jeunesse. Il s'est fait voler 500$. Oh! C'est de l'argent? Moi, il colle la mer. Je me suis fait voler 500$, ça n'a pas de sens. Bon voyage. Continue ton voyage. T'es pas à 500$ près, là. C'est-à-dire, on continue. La vie continue. Ah oui? Il dit, j'ai fait le voyage de ma vie, il avait 17 ans, là. Pense à ça, là. Aujourd'hui, si tu disais à quelqu'un, mon enfant est parti en Europe... Le transfert est déjà fait, Pense à ça 2 secondes, là. Si tu dis aujourd'hui, en 2024, mon enfant part tout seul en Europe à 17 ans, tu dis ça au bureau, tu passes pour le cave du bureau. Là. Oui. Irresponsable. Irresponsable tu es le bouffon du bureau. Là. Regarde, je veux rendre hommage aux boomers. On le fait pas souvent. Là. Les boomers, là, eux autres... non, les boomers, regarde. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est parce qu'ils nous ont... Nos parents sont des boomers. Donc, nos parents... Il y en a qui sont un peu plus vieux, peut-être qui sont peut-être la génération après, mais ils nous ont crissé patience. Ils ont crissé patience. Voilà. On a appris sur le tas, puis on a appris avec plein d'erreurs, puis on a scrappé des chars, puis on s'est fait mal, puis excusez-moi, mais ça a fait ce qu'on est aujourd'hui. Puis la répercussion de ça, c'est que moi, je lis beaucoup sur les histoires d'entreprise, puis... je m'en allais là. Oui. En Amérique du Nord, là, c'est incroyable comment la nouvelle génération n'a plus le goût de partir des business. Parce qu'il y a un risque, parce qu'il y a une crainte. Si tu n'as pas connu, exposé au risque, tu n'as pas le goût du risque. Tu n'as pas le goût du risque. Tu n'as pas le goût. Tu sais? Donc là, c'est qui va prendre la relève de ça? Qui a le goût du risque? Oui, les Indiens, les Chinois, voilà. Les autres pays asiatiques, eux autres, regarde, on fonce, go, on y va. Ouais, tu peux te péter à gueule, pas grave, on y va. Il y a un livre qui est sorti au Québec, vous avez sûrement vu, c'était dans un journal sur les problèmes psychologiques majeurs liés aux entrepreneurs. Moi, je ris pas de ça, je sais que c'est des faits. C'est des faits, il y en a beaucoup qui ont des... Par contre, je me dis, il faut voir comment ça se fait qu'on est rendu là, comment ça se fait qu'il y a tant de monde qui mènent des entreprises qui, au premier échec, qui sont en anxiété totale, dorment plus, ont des problèmes. Je sais que c'est vrai, mais je dis juste... Il y a quelque chose là-dedans qui est questionnable. Il y a une anxiété dans l'air. Je ne sais pas d'où que ça vient, Calvas, cette espèce d'anxiété-là du monde. Là. Ben, d'être parfait. Tu n'as pas le droit de tomber. Fait que si jamais... qu'est-ce qu'ils vont dire, tes frères et sœurs? Tu as parti une business, puis dans le fond, tu dis « Comment ça va? Ça va bien, va bien. » Finalement, tu apprends que tu es obligé de faire faillite. La honte. Il y a du monde qui prennent même plus d'eau du robinet. Là. Ah non? À cause qu'il y a du chlore? Parce que ça vient du robinet. C'est dangereux. Mais ça va jusque-là. Tu offres un verre d'eau à quelqu'un qui arrive du robinet. T'as même un Christy de fil qui arrive du... Oui, moi, l'eau sort du frigidaire. Oui, moi j'ai un Brita, moi. Ça fait le job. Le gars, il te regarde et il dit « Ah non, moi, je bois pas d'eau du robinet. » Non, mais... Yeah. Sa première... Oui, Chris, il va sécher en esti. Ah ouais. Mais on prend de la rivière, nous autres. Je vais prendre une bière. Non, j'en ai plus. Hey, faut que je te fasse sourire parce que moi, j'ai ri en Christie. Je suis allé au IGA à un moment donné, puis
Le gars est en train d'installer, tu sais, c'est le même dans les yogourts, c'est le même partout, mais là, il mettait le lait dans la section où il y a du soya sans sucre, soya sans ci, soya sans ça, 20% de plus, puis des vitamines. Il y en a des sortes, ça finit plus. Ça finit plus. J'ai dit au gars, il y en a donc bien des sortes de lait. Là, il me regarde sur toi, il me dit, Chris, moi, je mettrais une vache avec des plugs. Il capotait, il dit, ça se peut pas. Puis là, il se met à me montrer ça, soya, amande, puis tout. Je ris pas de ceux qui en prennent, mais ça coûte les yeux de la tête, puis il est supposé avoir des vertus. Moi, j'aurais pas de poser la question. Quand j'ai Isabelle Huot, là, elle est docteur en nutrition, elle dit, c'est pas mauvais, moi-même, j'en prends, mais c'est pas crucial, tu sais. Tu vois-tu? Sauf qu'aujourd'hui, c'est une folie. Ce que Jeff disait, déjà qu'ils ne boivent pas d'eau, ben regardez les yogourts, là. Puis le yogourt que votre blonde ou que vous voulez avoir, souvent, ça prend une semaine de vacances pour le trouver tellement qu'il y en a. Il y en a d'autres bords, il y en a ici du Oikos, ça finit plus. Lactose, avec des vitamines ajoutées. Vitamines ajoutées, des protéines ajoutées, des patentes. Puis le pourcentage de gras, 2 1 5 Moi, je veux du 1% protéiné. Non, mais là, t'es pas tombé dans le pain encore, là. Le pain. On est un peu fou, c'est ça que je veux dire. C'est que tout le monde trouve son compte, mais après ça, on se demande, on veut essayer d'avoir chaque... Pense-y, tu parlais de stress puis d'anxiété. C'est l'anxiété, je comprends pas. Tu regardes dans le miroir, il faudrait que je perde un peu de poids. Je sais pas c'est quoi l'anxiété. Non, mais tu comprends. Je connais pas ça. Le public. Tu sais, c'est facile de n'avoir ce que je veux dire, c'est que tu dis, il me semble qu'on mange mal, il me semble que je dors mal, faudrait que je dorme mieux, faudrait que je mange mieux, je prends pas le temps de marcher, faudrait que je fasse du sport un peu plus, parce que tu sais, ces choses-là sont dans l'air. Mais si tu le fais pas, fait que finalement, tu le fais pas, puis là, à un moment donné, tu tombes malade. Tu dis, c'est à cause de moi, fait que là, tu culpabilises, je mange mal. Mais tu n'as pas encore réglé, mais tu accumules les frustrations, tu accumules les raisons qui font que tu es dérangé, donc tu accumules l'anxiété, le stress. C'est très... Puis après ça, tu regardes ton compte de banque et tabarnak, tu refermes le compte tout de suite, puis là, tu te rends compte qu'il va passer l'hypothèque. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est mis tellement, d'abord, des ambitions démesurées, on veut tellement bien paraître puis être comme le voisin, donc avoir un rythme de vie qui a de l'allure. Puis la société nous permet, vu que c'est le crédit puis c'est la consommation, nous permet d'être c'est sûr qu'on veut réussir. Tu veux réussir ce que tu fais en général, mais je pense que tu as touché le point tantôt. On dirait que tu peux pas tomber. Tu peux pas faire une erreur. Tu peux pas tomber et te relever. On dirait que... Mais, Jerry, moi, je ferai un lien avec les réseaux sociaux. Tu faisais encore les astuces de réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on remarque sur ces réseaux sociaux? On remarque que tu veux... Moi, j'ai rarement vu des photos de quelqu'un que je connais bien qui est allé en vacances dans le Sud, qui me met assis sur la bolle le matin, ou quand il mouille, ou quand il est en train de manger des bines noires, puis que ça dégoule sur le bord de la bouche. Il y en a moins, là. Tout est parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Tout est parfait. C'est ça que je veux dire. Donc, non, mais le jugement, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand tu prends des photos, moi, je suis pas de même parce que je mets uniquement mes... Mais vous avez compris pourquoi? Pour éviter de... Je suis plus là-dedans. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis le jeudi à Radio Pirate, mais le reste, c'est parfait pour moi. Mais t'es jugé, puis ceux qui sont sur TikTok, les autres applications comme ça, et Instagram et Facebook... Fait que finalement, tu veux tout le temps bien paraître. Fait que, ajoute ça, Jerry, à tout ce qu'on vient de dire tantôt sur le fait de manger, se sentir bien. Puis qu'est-ce que les gens vont dire? De quoi j'ai l'air? Puis tout. Fait, finalement, tu te mets une maudite pression d'être toujours être ton meilleur jour. Oui. Fait que, tu sais, puis c'est pas... Est-ce que c'est la faute aux réseaux sociaux ou l'utilisation qu'on en fait? Poser la question, c'est d'y répondre. C'est facile de dire ça. C'est un constat que moi, je fais, mais je fais partie du problème comme tout le monde. Mais il faut quand même constater que l'accumulation de toutes ces petites affaires-là qu'on s'impose, là, ça met de la pression pour rien. Puis c'est facile d'être désarçonné. C'est facile de se sentir désemparé. C'est facile d'être... Puis surtout, si t'es pas habitué de... Ben, remarque, tu sais, ce que je dis, moi, ça m'arriverait. Des mauvaises nouvelles qui arrivent de tout temps, ça a toujours désarçonné le monde, puis dérangé, puis même mis à terre du monde, parce que momentanément, même, tu te relèves. Sauf que là, on a plein de raisons, souvent cosmétiques et superficielles, qui font qu'on se compare puis qu'on veut tout le temps tellement bien paraître que ça met une pression tabarouette. Chill out, là. Il faut que le monde chill out un peu, là. Oui. T'sais, à un moment donné, il faut... D'abord, on est rendu master pour compliquer la vie puis compliquer toutes les patentes. Moi, c'est ça que je trouve. La différence avec avant, c'est que tout est maintenant très complexe. Avant, c'était simple. C'est pas de la nostalgie là, de dire qu'avant, c'était simple. C'était simple. Il faut revenir à ça. Gilles Parent, thank you, Gilles. Salut. Hey, c'est quoi, tu disais, tu déposes le podcast de... Simon Saint-Hilaire, on parle des générations. On parle de Z. Moi-même, je suis mêlé, là. X, Y, Z et les autres, puis justement, l'envie ou non d'être entrepreneur. Yes. Thank you, Gilles. Gilles Parent, toujours le fun le jeudi.
C'est avec nous autres aujourd'hui sur Radio Pirate Prime et sur le live également. On revient avec Jerry. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Ting, ting, ting. L'aubergiste lance Yes. le week-end, mes amis. Et ça, l'aubergiste, c'est le fun. Week-end oui. du Masters. Hey, juste vous dire, on devait avoir Fred dans les prochaines minutes. Fred Raymond de La Tempête pour nous parler du Masters. Fred est obligé de canceller à la dernière minute. Il y a un petit problème avec sa fille. On lui souhaite que tout se passe bien. Souvent, c'est des histoires de petites grippettes ou de quelque chose de même. Donc, à la garderie, il a dû aller chercher sa petite fille un peu plus rapidement que prévu. Donc, on va se reprendre lundi pour parler des résultats du Masters au lieu de parler de Masters. Mais on va le faire ensemble tantôt avec Jerry. Mais là, pour l'instant, on lance le week-end avec notre ami Jerry, l'aubergiste, qui a un vin de quelle couleur entre les mains? Voilà, j'ai un très, très beau vin rouge. Un très beau vin rouge, très élégant. Mais juste avant, je veux féliciter Sonia, parce que Sonia, c'est elle qui gagne le 50 $ du Cosmos, donc la carte de 50 $. Et Sonia a dit, je vais passer la carte à mon fils et à sa blonde, parce qu'il étudie à l'Université Laval. Et eux autres, ça va faire leur affaire d'avoir un beau 50 $. Très bon. C'est très, très bon. Donc, puis il étudie en nutrition, en plus. Pour vrai? Et c'est des fans de tartare de saumon. Donc, Yes. je pense que c'est ça qu'ils vont manger au Cosmos. Donc, c'est Sonia, félicitations pour le... Donc, les gens qui veulent inscrire pour la semaine prochaine, allez sur info@radiopirate.com et inscrivez un plat Un des du plats. menu qui va être à 50 % et vous pourriez gagner l'autre 50 $ la semaine prochaine. L'aubergiste, vous pouvez le suivre parce qu'il faut suivre l'aubergiste. C'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X. Je mets des petits vinos, je mets des petites affaires le fun. Puis des fois, il y a des vins que je ne parle pas, puis que je mets sur mes réseaux sociaux, des vins que je goûte, puis tout ça. Vous allez aimer ça. Et aussi, je le dis parce que les balados, les podcasts de l'aubergiste, mon dernier podcast, justement, il s'appelle Larzac. Puis c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. On s'en va dans le sud de la France, justement. C'est le sujet de mon dernier podcast. Et c'est un coin de pays tout à fait extraordinaire. C'est le Languedoc. Et quand on y pense, OK, le Languedoc, c'est la plus grande région viticole au monde. On parle en hectares. Là, en hectares de vignes, c'est la plus grande région viticole sur Terre. C'est 229 000 hectares de vignes. Et c'est un climat du sud de la France. C'est un climat favorable au vin. T'sais, il s'est fait... Ceux qui ont commencé à planter de la vigne dans ce coin-là du monde, mais c'est les Grecs. Après ça, les Romains sont passés là. C'est drôle parce qu'à un moment donné, dans l'histoire, quand les Romains se sont implantés en Gaule, hein, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le vin de la Gaule était, dans l'époque romaine, était meilleur que le vin d'Italie, du territoire italien autour de la ville de Rome. Et il y avait un genre d'édit, un édit, un genre de règlement. C'est que ça faisait de l'ombre aux vignerons italiens. Puis on dit, là-bas en Gaule, là, ils font du vin, là, arracher toute la vigne. Ils ont tout arraché à la vigne dans le sud de la France pour donner une chance au vin italien. Je dis italien parce que l'Italie n'existait pas dans ce temps-là, mais quand même de la région de romaine. Donc, c'est une anecdote, c'est que le Languedoc, à un moment donné, ils ont tout enlevé cette vigne-là, puis 100 ans, 200 ans, 500 ans plus tard, la vigne est revenue, puis c'est un des plus beaux coins du monde pour la vigne. Mais c'est... parce que le Languedoc, Jeff, il y a un renouveau du Languedoc. Je m'explique. Parce que à une certaine époque, OK, en France, il y avait... Les Français, ils boivent beaucoup de vin. Hein, beaucoup de vin. Oh, ils en boivent. Les autres, ils boivent énormément de vin. Et à une certaine époque, beaucoup de vin était produit en Algérie. L'Algérie, juste l'autre bord, en Méditerranée. Donc, l'Algérie, puisque la France était... Ils ont été quoi, 130 ans en Algérie? Donc, ils étaient sur place, puis ils
Ils ont colonisé l'Algérie, si on peut dire. Et quand l'Algérie a pris son indépendance, l'affaire, c'est que la production de vin algérien vers la France a coupé. Et c'est le Languedoc, à l'époque, dans les années 60, c'est le Languedoc qui a pris la relève. Sauf que le Languedoc avait une réputation de... On fait beaucoup, beaucoup de vin. Tu sais, du vin de table. On fait beaucoup de vin, mais du vin, c'est ça, du vin de table. Du vin de table, volume. Du vin de volume. Voilà, ça en prend du vin de volume. Hein, parce que là, on ne va pas tous avoir des grands crus. Non, ça prend du vin de volume. Le Languedoc, c'était la réputation du Languedoc-Roussillon. Mais ça l'a changé avec le temps. Aujourd'hui, le Languedoc, je parle d'une patente des années 60, 70, mais à partir fin des années 80, 90, là, c'est des nouveaux vignerons, des jeunes vignerons qu'eux autres, ils ont laissé, justement, ils ont décidé, ben là, notre raisin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du meilleur raisin, moins de production, plus de qualité. Et là, c'est à partir de là qu'il y a des endroits dans le Languedoc qui ont des vins tout à fait magnifiques, là. Des vins, des appellations extraordinaires. Une des dernières appellations, c'est la dernière, je crois ils ont commencé, ils ont reçu l'appellation, eux autres, je pense que c'était en 2004, ou dans ce coin-là. C'est les terrasses du Larzac. On va dire, c'est quoi ça, les terrasses du Larzac? En fait, c'est que, imaginez-vous une grande région où il y a des places, où il y a des spots, où c'est mieux que d'autres places. T'sais, le terroir, la sorte de vigne, on fait du meilleur vin, du vin haut de gamme. Et il y a du vin haut de gamme, la région des terrasses du Larzac. Selon les experts, c'est une des meilleures régions du Languedoc-Roussillon. Donc, terrasse du Larzac, j'en ai un vin. L'affaire, c'est que, juste avant, c'est que lui qui a fait connaître, autrement dit, l'appellation terrasse du Larzac, c'est un dénommé Julien. Ce gars-là, qui est parti de rien, à 20 ans, lui, il a ramassé une place. Il a décidé de faire du raisin de qualité. Et aujourd'hui, le Mas Julien, MAS, Mas Julien, c'est possiblement les meilleurs vins des terrasses du Larzac. Du Mas Julien, c'est pas achetable. C'est 70 piastres la bouteille, 100 piastres la bouteille. C'est très, très dispendieux. Si vous en trouvez, vous allez capoter, là. Non, vous allez capoter. Les Mas Julien, c'est des bêtes. C'est extraordinaire. Mais moi, j'ai une bouteille à moitié prix de Mas Julien. C'est une bouteille à 29 $. C'est le nom du vin, c'est Gaspard. Gaspard, c'est du 2001, en fait, compte qu'on l'a présentement. C'est un mix de mourvèdre, de grenache et de syrah, typique du sud de la France. Et là, on tombe, Jeff, on tombe dans quelque chose de comment dire, fruité, mais tu sais, le cassis, là, tu sais, le fruit, les cassis, là. Le cassis, justement, la garrigue. C'est quoi la garrigue? Quand tu parles de vin, tu parles de garrigue. C'est les herbes séchées, le thym, le romarin, le laurier. Tu sais, la garrigue, c'est la végétation du sud de la France. C'est comme un peu du chien-dent, d'une manière. Tu sais, il y a des montagnes, dans les vallées. La garrigue partout. Et, parce que c'est sec, c'est assez sec, c'est le soleil, le sud de la France, là. Mais, justement, il y a des herbes, il y a des herbes qui poussent à travers. Et toutes ces herbes-là, ben, le vin, là, il va capter ça. Donc, cassis, garrigue, eucalyptus. Eucalyptus, c'est comme s'il y avait une petite pincée de mentholé un peu dans le vin. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Oui, je comprends. C'est 29 piastres la bouteille. 29,45 exactement. Mais c'est la moitié du prix d'un Mas Julien. C'est ça l'affaire. Puis, je peux vous le dire, moi, j'en ai bu un Mas Julien. Ça dépend des places. Il y en a 6-7 Mas Julien. Moi, j'en ai déjà bu une bouteille. Tu mets le genou à terre, mec, c'est bon. Là. Mais je vous le dis, le Gaspard pour 29 piastres, c'est une beauté fatale. Est-ce qu'il y en a présentement dans les succursales? 66 succursales de la SAQ. Assez bien diversité.
La SEQ, des fois, ils font des affaires bizarres. Ils envoient tout le stock dans un coin. Des fois, on l'a tout dans la région de Québec, il n'y a rien à Montréal. C'est tannant, ça. Ou des fois, ils ont tout à Montréal, il n'y a rien à Québec. Ou des fois, tu dis, tu sais, le monde de Trois-Rivières, le monde de Victo, le monde de Drummondville, le monde du Bas-du-Fleuve, le monde de Chicoutimi. Christophe, à un moment donné, disperser un peu le stock. Tu ne peux pas envoyer tout d'un tapon. Ça, c'est tannant des fois. Parce que moi, je parle de vin, des fois, c'est tout dans un tapon. Mais là, ils ont dispersé quand même 66 succursales. Tu sais, à Sainte-Julie, là, il y en a. À Longueuil, sur le boulevard Terrien, il y en a. Dans le 10-30, il y en a. Au Métropolis, Centropolis, à Laval, il y a 3 caisses. Donc, si vous fouinez un peu sur le site de la SEQ, pas mal, au Québec, là, c'est pas mal étendu. Donc, le nom du vin, c'est un cadeau qu'on se fait, là. Un cadeau du sud de la France. Ça goûte le sud de la France. Gaspard, c'est Aubert et Mathieu, hein, c'est eux autres qui sont en arrière de ça. Aubert et Mathieu, on les connaît pour d'autres vins. Ils sont tout à fait extraordinaires. Ça, c'est un vin haut de gamme, là, d'Aubert et Mathieu. 29,45, 3 cépages, garrigue, cassis, une petite affaire mentholée. C'est une beauté. Voilà, le week-end est lancé grâce à l'aubergiste et à son vin du week-end. Yes. Alors, Jeff Fillion, on est prêt pour un autre bout. Tantôt, on s'en va dans l'autre bout. On va sur le Prime et le Live également. On va faire un genre de bout de vestiaire. 2 affaires à parler. Le Masters, bien sûr, on va le parler entre nous autres parce que j'ai vu que... je pense que Jerry est assez amateur de... Je veux savoir ses pics pour le Masters parce que je sais que Jerry gâche toujours un petit 10, un petit 20 quelque part. Donc, on va voir avec lui. Mais également dans le vestiaire qu'on va faire entre nous deux parce que Fred, comme je vous disais, a dû nous abandonner en raison d'une petite histoire avec sa fille à la garderie. On va parler de O.J. Simpson parce que le breaking news de la journée, c'est bien sûr que O.J. Simpson est décédé. Il semblerait qu'il était atteint d'un cancer de la prostate, décédé à l'âge de 76 ans. Écoute, sportif reconnu, après ça, commentateur au Monday Night à ABC. Beaucoup de choses. Bien sûr, ce qui est arrivé avec son ex-femme et l'ami avec qui elle était, dont il s'en est tiré. Par après, de la prise. Bien des affaires à jaser sur O.J. Simpson dans le prochain segment. Ici même sur radiopirate.com, sur le Prime et sur le Live. Radio Pirate. Radio Pirate. 100% Jeff Fillion. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal, the pass across, they score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Voilà un vestiaire qui devait être, comme je le disais un peu plus tôt, qui devait être avec surtout Fred de Raymond. C'était Fred qui était la vedette 1 2 fois par année. On aime inviter Fred pour nous parler de... Mais d'abord, la saison qui s'en vient pour le golf, parce que les clubs de golf, il y a certains clubs de golf qui ouvrent au sud de Montréal, également même dans le centre du Québec, Victo, etc. Donc, il commence à avoir de l'activité au niveau du golf. On aura sans doute une saison exceptionnelle. Les terrains vont être dans une très, très bonne condition, d'après moi, un peu partout. Puis on aime ça parler avec Fred, parce que Fred est très bon, sympathique, connaît la game, pas à peu près. Si on avait pu se virer de bord vite, on aurait peut-être pu parler à notre ami Dodu, qui est un grand connaisseur de golf. Mais là, ça va être nous autres qui va prendre la relève, Jerry. Mais juste avant de parler du Masters, qui a été retardé par de forts orages dans ce coin-là. D'ailleurs, il y a des images aujourd'hui un peu plus au sud et un peu plus à l'ouest de Augusta où il y a eu des tornades, donc une rencontre d'air plus frais avec de l'air très chaud. Ça a provoqué, comme ça arrive souvent au printemps, et donc ça a retardé de quelques minutes le départ même je dirais d'une couple d'heures, le départ des joueurs et du tournoi. Donc, on va s'en parler dans quelques instants avec notre ami Jerry. Mais avant, le breaking news du jour, c'est bien sûr la mort de O.J. Simpson à l'âge de 76 ans. O.J. Simpson a marqué notre vie de plusieurs manières. Si vous êtes légèrement plus vieux que moi, vous l'avez probablement plus suivi en tant que
running back étoile de la NFL, un des grands joueurs, un Hall of Famer. Par après, on l'a vu avec ABC comme commentateur, en fait, comme analyste. Il a été également reporter de ligne de côté. Il a été très impliqué. O.J., c'était une star. D'abord, comme athlète, comme joueur, comme avec sa production d'athlète, mais aussi avec son physique, avec son visage. Le gars, c'était une star. C'était une star sportive. Il est devenu une star aussi, je dirais, de manière culturelle. Il était à peu près dans toutes les compagnies inimaginables pour faire les annonces de ces compagnies-là. Il était, comme je vous disais, reporter le long des lignes de côté au football. C'est un gars qui était tout partout. C'est un gars qui a eu une vie de star en Californie, pas à peu près. Et par après est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que, puis à ce moment-là, n'oubliez pas que O.J. était également un acteur. On le voyait dans quelques films un peu rigolos. Donc, O.J. était partout, là. O.J. était partout, Jerry. Mais O.J., regardez la face, là. Ah non, il y avait une face de star, c'était marqué dans sa face. Voilà, il y a une face de vedette, là. Oui. C'est vedette de football, oui, puis c'est un premier choix, ça, O.J., là. C'est un premier choix. Mais la fraise, quand il était jeune, la fraise, ce gars-là, s'il ne joue pas au football, il va être acteur, là. C'est ça. C'est carrément ça, là. Et là, est arrivé la fameuse. On se rappelle tout, tu sais, on se disait tantôt avec Gilles, certains moments de notre vie, on se rappelle qu'est-ce qui est arrivé à telle date, puis on se rappelle où on était, puis, tu sais, l'histoire de O.J. Simpson. D'abord, quand c'est arrivé, quand O.J. Simpson a été, quand il est arrivé le meurtre double, là, on savait que, et ça parlait pendant quelques jours que c'était peut-être O.J., parce que c'était son ex, puis qu'on savait qu'on en entendait des histoires que O.J. est un gars jaloux, etc. Finalement, avec le temps, on a su que le gars qui était avec son ex-femme quand elle a été tuée, il était là juste par hasard, il n'y avait rien à voir avec elle. C'était probablement même un homosexuel, donc ça n'avait juste pas rapport à the wrong place, at the wrong time, that's it. Mais ça a été, après ça, suivi de d'abord la chasse, lorsque O.J. a comme voulu se sauver d'une certaine manière, d'être pris par la police pour être interrogé, le procès, le gant, la non-conviction, ensuite de ça, libéré, donc rien qui lui colle, acquitté complètement. Oui, acquitté parce que, oui, il a été condamné, mais c'est au criminel. Voilà, c'est au criminel qui a été acquitté. Là. Donc lui, c'est un homme libre. Là. Quand il est sorti du palais de justice, c'est un homme libre. Là. If the glove doesn't fit, you must quit. Okay. Donc, est-ce que O.J. a tué sa femme? Écoute bien, je veux dire, j'étais pas là. Non, mais... Mais moi, dans ma tête, O.J. a tué sa femme. Okay? Moi aussi. Puis moi, j'étais un fan d'O.J., là. OK? J'étais un fan d'O.J., mais... Tu sais, je veux dire, je vois pas comme qui d'autre que... Tu sais, on n'a rien eu d'autre. Il n'y a rien arrivé de plus que ce qu'on a entendu pendant le procès. Mais là, on a tourné ça comme un genre de procès racial. On est arrivé avec l'histoire du gant. Il y avait une équipe d'avocats incroyable, dont son ami, qui était peut-être pas l'avocat vedette, mais qui était là pour... Donc, le père de Kim et de Khloé Kardashian, qui était son grand ami. Tu avais... écoute, il y avait une équipe du tonnerre. Je ne sais pas combien ça a coûté avoir cette équipe-là. Mais d'avoir... comment s'appelait le gars qu'on voit souvent, là, Auschwitz ou je ne sais pas trop quoi. C'est d'avoir tourné ce procès-là en procès racial. C'était payant. Ben oui, c'était payant. C'était payant parce qu'il ne faut pas oublier qu'on venait de vivre quelques années avant l'histoire de King. Donc, le gars qui avait été battu par la police de Los Angeles. Oui, Rodney King. Rodney King et toutes les émeutes par après qui sont arrivées. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas qu'il se reproduise. Mais le jury, écoute, les autres, je ne sais pas qu'est-ce que... Je ne me rappelle pas d'avoir entendu ou de lu un livre sur comment les jurés ont pensé leur affaire, mais dans ma tête à moi... C'est que O.J. Simpson, il a tué son ex, puis le gars qui était là comme par accident, il fallait qu'il passe. Là. C'est pour être libéré, pour pas être condamné, il faut que tu émettes un doute raisonnable. Donc, c'est ça. Peut-être à un moment donné, il y avait un doute raisonnable. Mais une chose est sûre, c'est que la personne qui a tué sa femme,
c'était quelqu'un de très fort. Parce qu'avec le couteau, il a sectionné la colonne vertébrale. Exact. Okay, ouais. Fait que ça prend quelqu'un de très puissant. Ça peut pas être un homme, comment dire, ça peut pas être un gars normal. Là, non, ça prend quelqu'un qui est très, très fort. Et O.J., on se dit, mais comment ça se fait qu'il est allé en prison pareil? Il est allé en prison pour une histoire de toutes des morceaux de collection que lui n'avait plus, qu'il a volé. OK? Voilà. Donc, des choses qui se sont ramassées en vente parce qu'il a dû vendre à un moment donné, j'imagine, pour essayer de se ramasser un peu d'argent pour payer. Parce qu'au civil, il a été reconnu coupable. Donc, au civil, il a dû, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a payé, mais il y a eu une grosse somme qui a été accordée à la famille Goldman et également à la famille de celui qui a été tué. Mais est-ce que O.J. Simpson a payé en grande partie ce montant-là ou seulement une petite partie? Mais une chose est sûre, il a dû se départir d'un paquet d'affaires. Donc, comment c'est arrivé? Parce que moi, je suis allé voir le chiffre, justement, c'est 33,5 millions. C'est 33,5 millions. Oui, c'est exactement ça. Puis, justement, quelques années plus tard, comme tu viens de le dire, ben c'est son histoire de vol à main armée, puis dans une patente bizarre. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Là. Mais comme tu dis, il voulait récupérer des affaires qui y appartenaient, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais lui, quand il a fait cette folie-là, là, il y avait une espèce d'enlèvement aussi à travers. Je pense qu'ils ont comme séquestré quelqu'un pendant quelque temps. Je ne sais pas trop la patente. Mais lui, il a pogné 9 ans de prison là, suite à cette affaire-là. Là. Moi, là, mettons qu'il avait réussi à mettre un doute pendant le procès, comme ils ont réussi à tout le monde. Mais quand je me rappelle, on a fait... j'étais pas encore... C'est en 80... Je pense que c'était en 95, tu vois, là, quand il y a eu le procès. Parce que j'étais pas encore Morning Man à Radio X à ce moment-là, mais on était une gang. Et moi, j'étais à Radio X comme genre de gars de programme qu'on essayait de remonter l'antenne. Puis on était une gang qui suivait ça en direct à la radio à genre 1h l'après-midi, heure de l'Est. Puis je me rappelle de la réaction de tout le monde. Personne n'en revenait que O.J. Simpson avait été déclaré non coupable. Les gens étaient tous... Il y avait eu un silence. Les gens étaient comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Et là, ben, tu te dis, OK, peut-être que j'ai manqué un bout, peut-être qu'il y a des affaires que j'ai pas compris puis que c'était clair pour le jury que c'était pas lui. Ou c'est comme tu disais, ça prenait juste un doute raisonnable. Mais quand est arrivée l'histoire là, de l'enlèvement avec le vol à main armée avec les armes et tout, je me suis dit, non. Ça prend rien qu'un cave qui a eu une chance de même pour faire une connerie de même. Ça veut dire que le même cave est capable de pogner les nerfs après son ex, pour je sais pas trop quelle raison. Voilà. Puis il crisser des coups de couteau a pu finir pour même y péter la colonne vertébrale. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, c'était clair que O.J. Simpson était coupable. C'est là que j'étais convaincu. C'est ça. C'est aussi O.J. sort du palais de justice, c'est un homme libre et vit, il fait sa vie très, très humble, puis tu n'entends pas parler, puis lui, contre lui, il continue. Non, c'est pas ça, là. O.J., c'est pas ça, là. C'est ça l'histoire, c'est que c'est un cave, O.J., là. C'est un cave, là. Il aurait pu rester dans une maison tranquille, penaud, puis faire ses petites affaires, puis... Non, moi, j'ai la même conclusion que toi. Quand j'ai vu sa deuxième patente, j'ai dit, lui, c'était un méga cave, là. Lui, c'est un méga cave. Puis, il est ressorti. Et là, ben, il vivait à Vegas. Il y avait une maison à Miami parce que ses enfants sont là. Il jouait au golf, il faisait des vidéos, il commentait l'actualité. Je veux dire, tu sais, même pas capable de dire, bon, prendre mon trou, puis je vais essayer de vivre mes dernières années humblement, comme tu dis, m'en faire attention. Non, même pendant les dernières années, il était un peu bizarre. Là. Mais la face, c'est qu'il y a eu une... Ça explique pas ça, là. Mais il y a eu une enfance très, très spéciale, O.J. Ah ouais, oui, ses parents, son père, il était drag queen. Ah oui? Son père et sa mère se sont divorcés quand il était jeune. Tu sais, il y a des affaires qui marquent quand t'es petit. Donc. Fait que lui, il a eu... je pense que son père est décédé du sida. Tu sais, il y a des affaires de même là, dans ta jeunesse là, qui te marquent. Là. Fait que c'est un gars qui... Ça explique pas son histoire, là. Mais je veux dire, c'est un gars qui l'a eu assez tough quand il était jeune. Là. Maintenant, c'est le temps. Donc, voilà, O.J. Simpson, on vous rappelle, décédé à l'âge de 76 ans d'un cancer qu'il combattait depuis un peu plus d'un an, cancer de la prostate, semble-t-il, d'après les informations qu'on a. Cancer qu'il a emporté, donc 76 ans. O.J. Simpson, ça fait partie de l'histoire. Veux pas. O.J. Simpson, c'est un nom qui a fait réagir tout le long de sa carrière.
tout le long de son après-carrière, quand est arrivée l'histoire du meurtre, puis après. O.J. Simpson fait partie de la culture nord-américaine, comme pas grand monde ont fait partie de cette culture-là depuis les 50, 75 dernières années. Mais là, on est rendu à parler du Masters, qui est retardé, qui a été retardé, qui est finalement commencé, mais qui a été retardé plusieurs heures ce matin. Comme je vous disais, Fred devait être avec nous autres. On va en parler lundi avec Fred du résultat final, parce que Fred a dû s'absenter pour une urgence. T'as fait tes gageurs, mon ami Jerry, tu nous l'as dit ce matin sur le Prime, t'as gagé pour Koepka pour un montant de 10$. J'ai des gens que j'ai vus qui m'ont envoyé des photos qui ont gagé pour Tiger Woods. 10$ donne $1,000, 1010. Voilà. Si jamais Tiger gagne, écoute, c'est... Moi, ce que je veux, c'est un peu ce que j'ai parlé sur le Prime ce matin, c'est célébrer le retour du vrai golf. OK? Malheureusement, je suis quelqu'un qui écoutait beaucoup Golf Channel comme fond de son, un genre de télévision ouverte. Quand je faisais d'autres choses, je mettais Golf Channel pour écouter parce que ça me relaxait, puis c'est un sport que j'aime. C'est devenu très politique au cours des 2-3 dernières années en raison de LIV et de la PGA qui se sont battus, qui finalement regardent se marier, mais ce ne sera pas facile de le faire. Donc, je me suis désintéressé au golf professionnel. Moins de gars que je connais, en plus des joueurs qui dans un mauvais moment, connaissent des saisons plus ordinaires. Jordan Spieth est plus ordinaire. L'autre Ricky Fowler est plus ordinaire. Justin Thomas, c'est lui que je cherchais. Justin Thomas, plus ordinaire. Donc, on dirait que tous les joueurs qui étaient les gens de remplaçants de Tiger Woods ont comme eu des années difficiles. D'ailleurs, Jordan Spieth, si vous mettez de l'argent sur lui, il vient nous annoncer mercredi qu'il a aggravé sa blessure au poignet qu'il avait depuis quelques mois. Donc, on n'est pas sûr qu'il va connaître un gros week-end, mais who knows? Donc, tout ça ensemble fait que j'ai moins écouté Jerry, le golf. Moi qui étais un maniaque de golf, j'ai pas mal moins écouté. L'histoire de LIV ne m'intéresse pas non plus bien, je vais vous avouer. Je suis capable de reconnaître qu'il y a un field très important de super bons joueurs et de personnalité également sur LIV, mais pour une raison X, ça ne m'attire pas. Donc, moi, j'ai hâte de revoir. J'ai fait la même réaction en passant quand il y a eu la division de l'Indy et de la série kart, il y a une vingtaine d'années en course automobile. J'avais le même feeling, j'étais à la même place, pas capable d'écouter une et l'autre en sachant que les deux étaient comme dilués. C'est le feeling que j'ai avec la PGA, le golf professionnel en général. Moi, je trouve que c'est très, très, très mauvais ce qui se passe. Puis, cette fin de semaine-là, il y a comme une pause. Oui, il manque des gars de LIV, il en manque 4-5, c'est clair. Il y a 4-5 joueurs de LIV qui devraient être là. Mais quand même, les grandes vedettes de LIV Golf qui ont tout ce qu'il faut pour être au Masters sont là en fin de semaine. Donc, pour moi, c'est une trêve. Malheureusement, les médias, Golf Channel et compagnie rebrassent toute l'histoire de LIV continuellement, tournent ça en politique. Et là, la beauté, c'est qu'on met tout ça de côté, on oublie toutes ces discussions-là, on est tanné anyway. Puis on l'a vu l'an passé, les gars de LIV ont quasiment dominé le Masters. Donc, cette discussion-là est terminée depuis un bout. Là, maintenant, c'est le temps de laisser place au golf. Et je sais que tu as gagé pour Koepka, mais ça, c'est qu'une question de gageur. Mais si je te demande, qui t'aimerait qui gagne le Masters cette année, Jerry? Moi, j'aimerais... C'est pas mon joueur, mais je pense que c'est un gars qui... c'est un gars... Je trouve que c'est un personnage, c'est un gars spécial. Will Zalatoris, qui est un grand slim, là, un grand... puis je trouve que ce gars-là, il y a quelque chose d'un peu de rigolo quand on le voit, là, ce grand mince-là. Puis moi, je pense que, oui, il a un potentiel de gagner. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais il a un potentiel de gagner. Puis j'aimerais ça que ça soit lui, pour vrai. J'aimerais ça le voir gagner le Masters. Mais juste te dire une seconde, c'est que, oui, j'ai mis 10$ sur Brooke Koepka, parce que c'est... À un moment donné, on fait un pari pour gagner de l'argent. Là. Mais j'ai mis un 10$ sur un favori, parce que lui, il est dans les favoris. Puis je suis allé dans un... Ça va toujours un long shot quelque part. Moi, j'aime ça. J'ai mis un autre 10$ long shot. C'est une suggestion de notre chum Nick Milwaukee. Donc, Nick, il dit ce gars-là, peut-être qu'il joue bien, justement, dans les 12 derniers... Le gars s'appelle Danny McCarthy. Moi, je ne le connaissais pas, mais je me fie à Nick de Milwaukee. C'est mon long shot, là. J'ai mis 10$, il paye 150 fois la mise. Mais l'affaire, c'est que dans les 12 derniers tournois, des fois, c'est ça, il faut que tu regardes aussi comment que le gars roule.
sais, des fois, il y a des joueurs qui ont des réputations, mais ils roulent moyen. Lui, il roule bien. Mettons, dans ses 12 derniers tournois, il a marqué juste une fois la cote. Puis au Valero, justement, il y a 2 semaines, au Valero Open, il est allé jusqu'au bout, puis il est allé en overtime contre un gars, puis il a perdu. Mais on s'entend-tu qu'il était là? Donc, c'est mon long shot, c'est Denny McCarthy. OK. Mais on s'entend-tu que c'est un 10$ pour 1500$, non? Oh, oui, je comprends. Ça te prend un long shot parce que ce qui est le fun, c'est que tu arrives, mettons, un samedi, ton gars fait la cote, puis là, tu vois son nom dans le top 10 le samedi. Là. Puis tu as 1500$ au bout. C'est le fun, ça, là. Tu sais, on entend-tu, là, ça met un petit challenge. Là. Ça peut être plaisant. Là. Écoute, on a parlé de Tiger. Je pense que hier, on a parlé vite de Tiger. Moi, je vous ai dit hier, puis je sais que Dodu n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, il peut nous surprendre. Moi, je pense pas. Je pense qu'un gars qui joue pas pantoute ne peut pas gagner. Je pense que pour moi, Tiger Woods, c'est comme si Wayne Gretzky jouait dans la Ligue nationale de hockey maintenant à 42 ans. Je comprends qu'il n'y a pas 42 ans, là, mais si, mettons, il avait étiré sa carrière jusqu'à 42 ans, à un moment donné, il y a une fin. Mais qu'il soit là, regarde, c'est une bonne nouvelle. C'est bon pour le golf parce que les cotes du golf sont en baisse à peu près de 20 %. Vous allez me dire que c'est le cas d'un paquet d'affaires, à peu près tous les sports. La télévision traditionnelle a un effondrement qui est vraiment, vraiment inquiétant. Et tous les sports, ils passent. C'est peut-être juste le football qui n'a pas vécu ça. C'est drôle que tu dis ça parce que le basket, tu nous as parlé cette semaine que le basket, il y avait eu des codes d'écoute. C'est drôle, le mouvement, le monde est là pour le sport en direct. Là. Il y a du monde là. Ils sont là quand il y a un événement. La preuve, c'est que le NCAA basketball féminin, on a eu les chiffres. Carrément, c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est ce qu'on avait dit. C'est que les filles ont dominé les hommes. Puis pas à peu près, là. C'est 18,9 millions de personnes. C'est un des événements de sport les plus regardés, si on exclut bien sûr le Super Bowl. Et les gars, c'était seulement. C'était quand même des très bons chiffres, là. Mais c'est 14,8 millions, donc c'est 4 millions de moins pour les gars par rapport aux filles. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est tout l'événement sur les médias sociaux, les discussions sur... Clark, la joueuse qui va s'en aller dans la WNBA. Donc ça, c'est ça qu'il faut créer. Il faut que tu crées des personnages, il faut que tu le dis souvent, il faut que tu crées des histoires, il faut que tu crées des événements si tu veux avoir. Et là, le golf, avec ce genre de chicane-là, puis le fait que Tiger Woods n'est plus là vraiment, et aussi que les joueurs connus vedettes. Tu sais, tu peux pas vendre le golf avec Patrick Cantlay et Scheffler. Il y a bien beau être bon, Scheffler, là, rentre en plan. Scheffler, Jeff, c'est lui qui est le favori. Là. Si tu regardes les odds, c'est lui qui est le favori. Tu peux pas vendre ton sport avec ça. Là. Mais tabarouette, il est pas attachant. C'est un gars que quand il vient avec sa blonde, quand il vient avec sa blonde, après, il s'excuse, OK? Donc, excuse-moi, oui. C'est un gars qui s'excuse. C'est un gars qui a une personnalité qui est très drabe. Oui. C'est un church-goer, puis j'ai rien contre la church, puis j'ai rien contre les pratiquants, mais c'est quelqu'un qui est plate à mourir. Prends quel cas. J'ai été dans un tournoi où il était là, je n'ai même pas voulu le suivre. C'est plate à mourir. Tu me demandes de choisir entre regarder une ronde à TV avec Scheffler qui est là, ou encore m'en aller à la pêche, alors que je ne suis pas pêcheur, pantoute, puis qui fait 5 degrés avec de la pluie de côté, je m'en vais à la pêche. C'est pour vous montrer. Là. Donc, la PGA a ce problème-là. Il y a un problème de vedette. Puis je comprends que les gars comme Dodu, que les gars comme Nick, que plusieurs personnes qui sont là-dedans à tous les jours, puis que c'est vraiment des maniaques. Vous autres, vous trouvez plein de gros joueurs, de joueurs talentueux, mais nous autres, le monde ordinaire, on les connaît pas. Puis, ça se peut qu'on les connaisse jamais non plus. Donc, parce que, il y en a pas qui sortent du lot. Ça prend des personnages. Oui. Ça prend des mégastars. Puis, malheureusement, les noms qu'on avait, Rory McIlroy, là, si vous mettez de l'argent sur Rory McIlroy, c'est comme si vous prenez 20$, puis vous en allez, je sais pas, vous avez un foyer, prenez 20$, vous le crissez dedans. C'est perdu. Rory McIlroy, c'est blablabla. Il a un beau swing, il fait des affaires comme il faut, tout est correct. C'est un champion, il ressemble à ci, il ressemble à ça. La réalité, c'est qu'au Master, depuis qu'il menait le Master, il y a 10, 12, 13 ans, il a commencé à crisser des balles à la dernière ronde, puis qu'il nous a fait visiter des maisons qu'on n'a jamais vues. Rory McIlroy n'a jamais été capable de se relever de ça.
juste de faire la cote pour Rory McIlroy au Masters, c'est quasiment un exploit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a psychologiquement avec le Masters, mais il n'est pas capable. Donc, c'est encore un gros nom. C'est les gens aiment Rory McIlroy. On veut voir Rory McIlroy. Si vous aimez Ricky Fowler a eu une bonne saison l'an passé. Il a fait un genre de comeback, mais il y a une saison atroce. Oubliez ça. Ricky Fowler ne sera pas là non plus. Donc, tu sais, puis Justin Thomas, il vient de crisser dehors son cadet. Justin Thomas vient de crisser dehors son cadet à quelques jours du Masters. Qu'est-ce que ça nous montre de Justin Thomas? Ça nous montre que Justin Thomas est une diva, c'est un wigneux, c'est un gars caractériel, c'est un gars... Et le gars est plus capable de se concentrer sur sa game. Peut-être qu'on a vu les meilleures années de Justin Thomas. Mon choix pour le Masters. OK? Mon choix pour le Masters. Fini avec ça. Mon choix pour le Masters, c'est arrivé une fois dans l'histoire qu'on a eu un repeat. Et c'est qui, vous pensez? Ben oui, c'est l'handicapé Tiger Woods qui... Parce qu'il boite, là. Il est comme moi. Je boite aussi, en passant. Je m'auto-call l'handicapé. Donc, j'ai pas de misère à appeler quelqu'un d'autre. C'est l'handicapé Tiger Woods qui l'a fait au début des années 2000. On va le revoir cette année. Boom, John Rahm. John Rahm, le gros Espagnol de l'Arizona. Oui, gros a Espagnol remporté un autre jacket, à savoir si c'est le même size que l'année passée ou c'est un size de plus. Ça, je peux pas vous le dire. Mais ce sera le green jacket sera sur le dos de celui qui va mettre le jacket à l'autre, la tradition, c'est John Rahm qui va se donner à lui-même le green jacket dimanche en fin de journée. Et la beauté de ça, mon ami Jerry, tu l'as toujours dit, et je te cite, la vraie saison de golf commence. Le vrai printemps commence. C'est ça que ça veut dire, le Masters. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai une question de néophyte, comme d'habitude. Vas-y donc. Ça vous a-tu déjà arrivé de prédire le vainqueur du Masters et d'avoir raison? Oui. 2016, Danny Willett. J'avais prédit la victoire de Danny Willett. C'est qui, ça? Moi. Danny Willett? Willett. Danny Willett. OK. Moi, je l'appelle Danny Willett, là, parce qu'il joue... Depuis qu'il a gagné le Master, il joue exactement comme Danny Willett. Oui, okay. C'est ça. Exactement. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui? Oui, c'était qui? C'était pas un Espagnol? C'était José María Olazabal. T'avais-tu gagé? Oui, j'ai gagné 100$ avec mon chum. Depuis ça, il ne me parle plus. Ça fait 25 ans. Il comprend pas, hein? Non, pas vrai? Lui, il avait pris, je pense, dans le temps, DJ Singh. Tu sais, dans le temps, je pense qu'il avait DJ pris était numéro 1 à ce moment-là. Il était numéro 1. Puis là, il dit, ton 100$, tu le mets sur quoi? Moi, je dis, je vais prendre... Attends un peu, laisse-moi penser. De nulle part, un peu, hein? Oui, de nulle part. Je dis, je vais prendre José María Olazabal. Il dit, va donc chier. Et t'as gagné le 100. Il m'a donné un 100. Il me parle plus depuis ce temps-là. Ouais, ça, j'aime ça. Bon Master, sérieusement, bon golf. Regarde, on retombe en amour avec le golf ce week-end. Endroit extraordinaire. C'est le lancement du printemps, c'est le lancement de la saison de golf. Wow! Bon golf, on se reparle pour la gang du live, parce qu'on continue un peu sur le Prime. Pour la gang du live, on se reparle demain pour la dernière de la semaine. See ya! Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate.